Bonjour. Les toits que vous venez de découvrir sont les toits de la ville de Salzbourg. Alors pourquoi sommes-nous à Salzbourg pour Musical, pour vous? Eh bien parce que c'est ici même que le 5 avril 1908 est né Herbert von Karajan, c'est-à-dire il y a 80 ans. Puisque nous fêtons en effet cette semaine les 80 ans d'Herbert von Karajan, je ne vous l'apprends pas, on en parle partout. Bien évidemment, nous avons voulu nous y associer. Mais ma consoeur d'Antenne 2 vous a présenté dimanche dernier sur Antenne 2 donc un film tourné ici même l'année dernière. J'ai voulu prolonger ce film, le compléter si j'ose dire, en vous permettant de rencontrer le maître la semaine même de son 80e anniversaire, 5 jours avant exactement. Et c'est cette interview exceptionnelle qu'il nous a accordée pour FR3 que je vous propose de découvrir maintenant. C'est-à-dire que nous allons quitter ces hauteurs de Salzbourg et nous allons le retrouver au Festspielhaus, la maison des festivals, le lieu même où il travaille, dans son bureau, dans sa loge exactement, où il va nous parler de ses projets, puisqu'à 80 ans, il a encore des projets, et puis de tout ce qui a fait le passé de la musique, qui est en même temps son passé de ces 50 dernières années. Rejoignons donc Herbert von Karajan. Nous sommes donc dans la loge de Maître von Karajan au Festspielhaus de Salzbourg, la maison des festivals, le lieu où il travaille depuis tant d'années, à cette occasion du Festival de Pâques qu'il a fondé lui-même, dont nous allons parler maintenant. Mais je voulais d'abord le remercier d'accueillir les caméras de FR3 à l'occasion donc de ce 80e anniversaire, mais à l'occasion de beaucoup d'autres questions que je veux lui poser. Bonjour Maître. Bonjour. La première question que je vais vous poser a trait à un autre anniversaire, je dirais. C'est l'anniversaire, le 50e anniversaire de votre premier enregistrement, puisque je crois que c'est en 1938 que vous avez réalisé ce premier enregistrement. C'était, je crois, l'ouverture de La Flûte enchantée. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres révolutions en matière d'enregistrement sonore les prochaines années? Est-ce qu'on peut encore améliorer, disons, l'enregistrement du son? Naturellement, le disque. Le disque, le compact disque vidéo, vous voulez dire? Vidéo. Vidéo, c'est ça. Alors, c'est plus que le son, c'est le son plus l'image. Ça on va peut-être en parler ensuite. À la fin. Mais ça, c'est la grande chose, et certainement. Oui. Mais pour le son même, est-ce que vous pensez qu'on puisse avoir de nouvelles révolutions en matière d'enregistrement sonore, ou est-ce qu'on a atteint quelque chose qui est une perfection? Oui, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que vous pensez, pour combien de personnes, ça, parce que très simplement, dans une salle de concert, même si elle est excellente, vous avez toujours une chose qui change. Si vous êtes assis là ou là ou là, en haut. Donc, ça ne peut jamais être pour tous la même chose. Et ça, vous allez voir. Et c'est la même chose pour l'image, avec le compact disque vidéo. Oui, l'image, ça va encore, mais vraiment le son. Alors, ça change beaucoup et si vous voulez, il y a dans un concert, naturellement, moi, je peux juger seulement où je suis. Du pupitre. Oui. Mais là, naturellement, on a fait des essais dans toutes les salles. On était là et on a beaucoup travaillé sur l'acoustique pour la télévision. Bien sûr. Alors ça, c'est très intéressant et on a résulté. Vous savez, vous demandez qu'est-ce que vous croyez encore que va être l'évolution. Oui, l'évolution en matière d'enregistrement sonore, si vous pensez qu'il y en a d'autres. Je crois pour le moment, ça va rester, je crois, presque stable. Seulement, ça va changer dans le prix. Oui, ça va se baisser. On a trouvé maintenant une chose qui nous permet de faire des enregistrements avec une vitesse qui est vertigineuse. Oui. Et naturellement, parce qu'on a beaucoup plus de public une fois qui s'achetait un disque. Donc ça donne une possibilité de baisser les prix et de diffuser plus la musique en même temps. Naturellement, les diverses, disons, les écouteurs, oui, le Walkman, des choses comme ça. Mais je voudrais qu'on vienne tout de suite quand même au compact disque vidéo, parce qu'au fond, c'est un petit peu lié. Vous avez, traversé ces moments de l'histoire de l'enregistrement, depuis ces disques de cire, le micro-sillon, le compact disque, et puis vous êtes arrivé au compact disque vidéo. Alors, au fond, je voudrais vous demander ce que vous attendez de l'image filmée d'un concert. C'est-à-dire, au fond, comment est-ce que vous concevez qu'on peut montrer le lien entre la musique, le chef et les musiciens?
Ah ouais. Alors, il y a une chose qu'il faut d'abord savoir. Si on fait, qu'est-ce qu'on veut montrer et Voilà. pour quel but on Voilà. veut le montrer. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui l'arrange pour vous, ouais, c'est toujours la question si cette personne connaît du tout Ouais. de la musique. La musique ou pas? Vous savez, ce sont normalement des types que Toscanini a toujours détesté. Il disait toujours, celui-ci, anti-musiciste. Et pourquoi? Et il sait seulement lire la part de Piccolo, parce que c'est avant. Alors, ça, naturellement, on l'a fait. J'étais très déçu tant de fois, au point où j'ai dit non, fini, je le fais moi-même. Oui, c'est ce qui J'ai justifie beaucoup que vous appris. faites Les vous-même. premières choses que j'ai fait, où je savais vraiment que il me comprend, c'était avec Clouseau. Et Ah oui, ça c'était naturellement, c'est les symphonies de Beethoven avec Clouseau. Oui, Ça, c'était- et on a travaillé 4 ou 5 ans ensemble. C'était un homme de cinéma, ça, vraiment. Ah, un musicien. Oui, en Un même temps. formidable musicien, la chose dans la tête complètement. Et il dit, qu'est-ce que vous pensez là, qu'est-ce que vous pensez là? Alors là, malheureusement, il est mort. Mais le résultat est extraordinaire. Ah ben, Sur notre chaîne à FR3, nous avons passé ces symphonies de Beethoven par Clouseau, c'est absolument certainement, splendide. ça. Mais vous n'avez jamais retrouvé un cinéaste avec lequel vous puissiez avoir le même rapport qu'avec Clouseau? Non, maintenant, j'ai plus besoin. Vous faites vous-même. C'est très facile. Et je me suis donné beaucoup de peine. Et quand on a maintenant, finalement, eu cette nouvelle, disons, conception, parce que il y a maintenant, j'ai commencé il y a 4 ans. Et on a fait tout le Beethoven, Brahms, Bruckner, tout ça. Ils sont à part, on devait faire quelques-uns, pas très beaucoup, des disques qui sont faits live parce qu'ils viennent de la télévision. Ah, d'accord. Parce que la chose que je suis en train de travailler est absolument pas pour la télévision. C'est seulement home video. C'est ça, oui, à cause du son. Parce que le son de la télévision n'est pas très bon. Rien. Non, non, ça me fait rire. Bien sûr. Et j'ai un atelier pour moi-même avec une chose très compliquée, avec un computer qui fait tout ce qu'on faisait une fois dans les ateliers de film. Vous savez, par exemple, pour faire du montage, du mixage. Tout ça. Mais vous avez toujours eu un intérêt d'ailleurs extraordinaire pour la science. J'ai noté, vous allez me confirmer si c'est vrai, que vous avez, quand vous aviez 18 ans, fait une thèse sur thermodynamique et moteur à explosion, oui, c'est vrai? Comment vous avez trouvé? J'ai cherché ça et j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Non, ça m'a toujours intéressé et ça m'est resté. J'ai fait un stage c'était 3 semestres à la technique à Vienne. Oui, donc c'est ce qui vous permet maintenant de dominer tout ce travail technique qui est nécessaire. Et quand je peux, je parle avec des gens et on se pense qu'est-ce qu'on peut encore faire pour améliorer. Et je dois dire, maintenant, cette nouvelle disque est vraiment une beauté. C'est fantastique, oui. Ah, c'est vraiment... on a, naturellement, c'est complètement différent de ce qu'on fait normal. Parce que, premièrement, je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Et si vous dirigez, vous ne pouvez rien voir. Parce qu'il y a les caméras, vous ne voyez pas. Donc, on fait 3 jours préparatifs avec un orchestre d'étudiants. Pour repérer les prises. On a de toutes les choses que j'ai fait, on a déjà, il y a de 3 ans. Des vidéos, qui sont. Et on joue ça après, pour les étudiants, ils entendent la musique et ils doivent, aussi bien qu'ils peuvent le faire, c'est un jeune chef d'orchestre qui le dirige et il tâche de mettre ça. Mais moi, je suis tout le temps sur le moniteur. Ah oui. Et je sais exactement ce que je veux. C'est qu'un ne vient pas me déranger avec un archet qui passe par la figure. Et après, sont
trois jours d'enregistrement, maintenant c'est 6 jours pour ça. Et ça se fait et c'est live. C'est pas vraiment joué, rarement on doit faire une correction parce que c'est tellement préparé. Alors il y a un jour de gauche, un jour de droite, un jour de la diagonale. Diagonale. Avec chaque fois 5 camarades. Donc, quand la chose est finie, vous avez 15 différentes images que vous... Alors, il faut les jouer, les rejouer. Et ça vous permet de faire le choix précis. Vous commencez par, disons, vous faites pour comparer ça à une colonne vertébrale. Hein? Alors, les choses qui sont importantes, toutes que moi je dirige, c'est fait avec des instruments. Rarement, quand vous met comme ça, vous voyez seulement, ça ne donne rien. Aussi bête que les grands plans. Vous voyez des personnes qui sont encore... Oui, on ne les voit pas du tout, ça va disparaître. Non. Et alors là commence le vrai travail. Mais justement, dans ce vrai travail, il y a une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous considérez que quand on filme, par exemple, une symphonie, est-ce qu'on doit forcément voir en gros plan l'instrument qui joue la mélodie principale, ou est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre l'accent sur un espèce de contre-champ visuel pour c'est une très bonne question, parce que normalement, si je regarde des choses qui sont faites, alors tout d'un coup, il y a, dans la partition, il y a un flauto qui joue. Mais juste que l'homme a trouvé ça, l'image est déjà partie, alors on le voit quand il est passé. Vous connaissez cette technique qu'on bouge avec, une fois vous voyez les pieds, une fois il se gratte le nez et tout ça. Donc, je tâche d'avoir la conception compositoire comme voit ça. Et ça, vous avez complètement raison. C'est absolument pas nécessaire qu'on fasse toujours ceci qui joue au moins joue. On a vu que, par exemple, les grandes mélodies, soit de Tchaïkovski, c'est pas du tout nécessaire qu'on voit les violons. Parce que c'est peut-être mieux qu'on voit seulement chef d'orchestre. C'est ça. Pour faire ressentir des tensions différentes. En fait, dans un orchestre, c'est un ensemble de tensions qui sont liées dialectiquement les unes aux autres. Et ça, vous tâchez de reproduire. Mais ça, naturellement, c'est un grand travail. Et on a besoin de... Un film, aujourd'hui, coste une symphonie. Ça coûte 1 million de marks. C'est tout le problème. Bon Dieu, non. Pour ça, on travaille. Mais pour le faire bien, il faut le voir, revoir encore une fois. Et après, quand on a, disons, la base, on se dit, qu'est-ce qu'on a besoin pour instrument, un groupe de violon, ou une trompette, tout ce que vous voulez. Alors là, ça se fait naturellement en playback. Oui, bien sûr. Parce que ça ne bouge pas tellement. Et ça, c'est un long travail. Et c'est ensuite un long travail de montage que je veux dire, vous suivez tous les niveaux du travail, bien sûr. Ah oui. En fait, c'est comme si vous reconstituiez une partition visuelle. Oui. Au fond, l'image va aider à entendre. Il y a des choses que on peut les faire mieux que dans un concert. Parce que certaines choses vous échappent. Qu'est-ce que vous voyez du chef d'orchestre? Le dos. Oui. Sauf à la Philharmonie de Berlin, où on peut le voir de face. Et savez-vous que quand on a commencé à changer les abonnés qui étaient avant, on les a changés dans la nouvelle... Tout le monde voulait être assis derrière. Ah oui, pour voir le chef d'orchestre. Pour voir bien sûr. What Americans call the sit in a cockpit. Hein? Mais c'est très important parce qu'on comprend les tensions qui s'élaborent. Et au fond, là, l'image nous apporte beaucoup. Mais j'ai l'impression que au fond, c'est la grande affaire pour vous maintenant, au fond, cette plus-value de l'image par rapport au son. Ça me fascine. Et les choses que j'ai fait
et que je dirige après, dans un concert, c'est là, sous la peau. Vous avez une autre forme de le voir, de l'entendre. Une autre forme de frisson, quasiment. Et naturellement, l'orchestre qui, naturellement, apprend toujours. Comme moi, j'apprends toujours. Alors, c'est une chose... Vous pouvez dire que vous apprenez toujours, parce que c'est extraordinaire. Je voudrais rappeler quand même que vous avez dirigé votre premier orchestre il y a 60 ans, c'était en 1928. Oui. Je crois que c'était une ouverture de Rossini que vous aviez dirigée. Mon Dieu, vous vous en souvenez? Moi, vous avez, c'est fantastique. C'était... Oui. C'était le Guillaume Tell. Voilà, l'ouverture de Guillaume Tell. C'était un peu... Il y avait tous les jeunes chefs qui étaient dans l'école. Chacun devait faire 5 minutes pour qu'on voit qui est celui-ci qui va diriger ça. Tout le monde était très... Alors, j'étais, je crois, 10e. Et les autres ont fait... joué à théâtre. Et j'ai fait, je voudrais seulement... C'est 6 ou 7 phrases où les trompettes font petit... Je dis, bon, maintenant on va faire seulement ça. Et je commence. Non, messieurs, c'est un rythme, il faut. Et on a travaillé 10 minutes sur ces 6 pages. Alors, le très bien connu, le compositeur Schmidt, qui était à la tête de la commission, a dit, messieurs, je crois, il nous a montré qu'il sait répéter un orchestre. Et là, ça commençait. Là, vous aviez déjà montré qu'au fond, on travaille dans le détail par segment à l'intérieur. Et je crois que c'est vraiment la chose la plus importante. De savoir qu'est-ce qu'on dit. Et aussi, j'ai eu beaucoup de jeunes gens qui ont étudié avec moi. J'ai dit toujours, vous devez savoir qu'est-ce qui c'est faux. Vous ne le corrigez pas avec le bâton. Vous le corrigez en disant c'est trop long, trop court, trop ça, bas. avec des indications précises. Ce sont 10 paroles. Et si vous venez dans une répétition d'orchestre avec moi, vous n'allez pas entendre autre chose. Vous savez, des explications philosophiques. Pas du baratin, comme on dit en français. C'est des choses précises. Absolument. Et mais en fait, naturellement, savoir ce que vous pouvez demander, ce que vous devez demander, et une chose qui n'est pas possible, parce que vous faites une idée d'interprétation qui n'existe pas. Et c'est amusant parce que ce que vous dites là, c'est comme si vous faisiez, quand vous dites ce que vous pouvez demander, c'est comme si vous pouvez faire un diagnostic de l'orchestre avec lequel vous avez. Au fond, il faut avoir des qualités, je dirais, scientifiques, d'organisation de l'esprit, et des qualités presque de sensation pour faire le diagnostic de l'état de l'orchestre. Oui, mais premièrement, la chose doit marcher elle-même. C'est ça, les choses. Disons, l'interprétation et la fantaisie, ça vient après. Il faut premièrement pas bavarder beaucoup, mais vraiment... Vous savez, j'ai eu une leçon très drôle. Quand j'ai acheté mon dernier avion il y a 11 ans, il fallait faire, premièrement, aller dans l'école de Suisse pour 2 semaines, et après à Bordeaux pour l'entraînement. Et là, il y avait le premier pilote essai, et j'avais naturellement déjà l'expérience sur les jets, parce que maintenant j'ai 4 ou 5 000 heures. De vol, alors, si c'est votre place à gauche, je commence. Et avant de commencer, il dit, écoutez, je veux vous donner un avis qui est peut-être valable pour toute la vie. Ne le dérangez pas. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire, je veux vous montrer. On était dans une vallée, près de Salzbourg, où il y a une grande vallée, large, et 5 ou 6 petites vallées qui viennent sur les côtés. Il a fait une figure d'aéropathique qu'on appelle Lazy 8.
Ça veut dire, vous allez dans la petite vallée, Ouais. vous montrez une chose, jusque presque ça vient dans un stall. Alors vous faites tomber le nez, et quand il fait un virage très lent, Ouais. mais il est toujours en train de décrocher, alors vous êtes déjà dans l'autre vallée. Là, vous tombez en bas, et toujours vous faites une chose qui est l'action normale contraire. Et pendant toutes ces choses, j'ai vu pas qu'il bougeait plus que ça. Je dis, j'ai compris. Et si vous prenez ça pour un orchestre, Pour la direction d'orchestre, oui. pour l'aviation, pour ce que vous voyez ici, Et le bateau. hein, c'est En fait, c'est- exactement la même chose. Vous le mettez dans une de right attitude, et si vous le faites bien, il pense les mêmes. Mais c'est curieux parce que ce que vous décrivez, en fait, c'est au sens philosophique une morale. Oui. C'est une morale de l'esprit, au fond, savoir se conduire dans la vie avec les instruments qu'on a, aussi bien qu'avec un orchestre, aussi bien qu'avec un avion. Enfin, Oui, c'est une oui. morale que vous avez Et- conduite tout le Et temps. vous savez, c'est la même chose avec un orchestre. Si vous avez le moindre incertitude, ils commencent à se défaire. Ouais. Ils peuvent être Il faut qu'ils sentent que vous êtes, au fond, le pôle. Oui, mais sans grand geste, sans, Ouais, sans rien. Premièrement, c'est la préparation. Ouais. Et vous savez, j'ai fait aussi une autre expérience il y a peut-être 6 ou 7 ans, que j'ai dirigé de English Youth Orchestra, comme ça s'appelle. Oui. On a répété 4 jours à Courchevel, et après il y avait un concert ici. Ils sont des très bons solistes, je n'ai rien à dire. Et c'était préparé. Mais quand je dirige, j'attends naturellement que eux, qui étaient préparés vers moi, qui me donnent quelque chose. Ouais. Et ça, naturellement, c'est pas possible. C'est possible seulement avec un long temps. Donc c'est peut-être le secret aussi de votre longue collaboration avec la Philharmonie de Berlin. Oui, non, j'étais très clair. J'ai dit, écoutez, si vous me voulez, je veux un contrat à terme de la À vie, oui. la vie. 95 ans, certainement. Seulement, je ne voudrais pas qu'après 5 ans, c'est fini. Ouais. Parce que j'avais déjà la première fois, quand j'ai fait mon premier concert avec le Philharmonique à Vienne. Et après est venu, disons, l'invitation, c'était comme on a dit, 38. C'est ça? Et le premier contact était comme ça que je disais, je veux rien que ça. Et ça a duré naturellement beaucoup de temps, mais j'avais tout ça dans ma tête, je voulais rien d'autre. Vous avez senti que c'était ça? Vous savez, le concert demain, Le concert de demain, oui. Le Deutsches Requiem. combien c'est? Ben, je vous laisse te dire. 1580. 1580e concert avec la Philharmonie de Berlin. C'est un long mariage. Ouais, très long mariage. Non, et ça c'est la seule chose. Et ça a duré, disons, jusqu'on était sur le point où je le sens comme une prolongation de mon bras. Ouais. Jusqu'à ce point. Il faut 20 ans. Il faut 20 ans, ouais. Ah, certainement. Donc c'est une expérience unique, en fait. On a eu des bons orchestres. Je dois dire, un que j'ai aimé le plus, c'était le Cleveland. Quand le Cleveland. Sell était Ouais. encore le directeur. Et ça m'a fait beaucoup d'impression. Parce qu'il est venu dans la répétition, il a écouté, et quand c'était fini, il me dit, vous savez, j'ai passé un terrible cauchemar, parce que j'ai réalisé du premier moment que vous faites exactement le contraire. Je répétais avec eux pendant C'est Georges Zell qui vous disait ça? et après, j'ai attendu, et c'était vraiment... C'était une perturbation que j'avais, juste que j'ai réalisé qu'ils ont changé complètement de ravi. Rien d'autre. Mais est-ce que vous vous souvenez, rétrospectivement, on parlait tout à l'heure de votre premier concert avec un orchestre en 1928, est-ce que vous vous souvenez du son de cet orchestre? Ouais.
Et est-ce que vous pouvez me dire comment ça a évolué le son d'un orchestre pour vous en 60 ans? Ah oui, maintenant il faut dire une chose. Le poste où vous êtes établi change naturellement chaque orchestre. Vous avez des orchestres qui sont peut-être très bien. Vous n'avez jamais le son que vous désirez parce que c'est pas fait acoustiquement. Oui, bien sûr. Je me rappelle certaines orchestres qui sont merveilleuses, par exemple le Concertgebouw. La salle du concert qui est merveilleuse et on reçoit exactement ce que moi personnellement j'aime les deux de la Philharmonie de Berlin. Nous avons beaucoup. C'était un team de 6 personnes qui ont fait ça. Et ici. Et ici à Salzbourg. C'est les deux lieux où vous entendez le mieux le son de votre orchestre. Fantastique, fantastique. Et naturellement, on a créé, maintenant, il y a 23 ans qu'on est sérieusement sous le travail. Et là, on a pu faire des choses. Maintenant, tous les ateliers, tous les techniciens, la lumière, c'est tout parfait. Ouais. Mais je reviens au son. Est-ce qu'il arrive que, j'imagine que pour chacun, vous avez un son dans la tête. Est-ce qu'il arrive que vous aviez à l'intérieur de vous un son que vous n'arrivez pas à retrouver avec l'orchestre? Oui, ça c'est très bien posé la question. On peut, et je pouvais faire ça quand j'ai commencé, parce que le son de l'orchestre à Ulm n'était pas le son que j'attendais là-dedans. Alors je me fais faire soi-disant une fantaisie, et ça c'était seulement, je ne sais pas, la doublure de ça. Et naturellement, ça a changé, ça devenait ça, jusqu'au moment où un orchestre a joué mieux que j'ai imaginé. Alors j'ai dit, là, il faut faire attention. Et naturellement, après ça, c'est pour ça que je crois surtout que les jeunes chefs d'orchestre devraient commencer avec des petits orchestres qui sont mauvais. Parce qu'ils sont tellement complexés. Ouais. Si un orchestre fait le plaisir, tout de suite ça marche, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, ils n'ont plus rien à faire. On doit avoir fait des choses avec toutes les fautes qu'on entend, et naturellement ça s'inscrit dans vous. Dans la peau. Oui. Mais je ne crois pas qu'on devrait tâcher de faire le son d'un orchestre imité sur l'autre. Il faut le prendre comme ils sont. Distribution du son et tous les instruments. Qu'est-ce que je peux faire le mieux de ça? Oui. En fait, oui, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, plutôt que d'avoir une volonté d'inventer autre chose. Non, je crois que c'est la seule chose qui est possible. Maintenant, vous savez, naturellement, premièrement avec le disque, les orchestres étaient vraiment appelés de se donner la peine. Parce qu'après la guerre, c'était... La débandade. C'était très, très, très difficile. Ouais. Et seulement, après, je me souviens que M. Legge a dit, écoutez, on fait ça et vous êtes payé. Alors, il n'y a pas de discussion si c'est faux. Si je vous dis, c'est pas en pitch, on l'aurait fait juste que ça va. Alors là, on a commencé à changer dans l'orchestre. Ça, je crois absolument que l'évolution des orchestres a commencé quand on a commencé à faire des disques. Oui, bien sûr, ça a donné une dynamique nouvelle. Oui, certainement. J'en reviens à votre orchestre. Est-ce qu'il vous arrive de sentir parfois la peur d'un musicien au moment d'une attaque difficile ou d'un trait? Est-ce que vous le sentez et qu'est-ce que vous faites pour? Énormément. Par exemple, s'il devient court de souffle. De souffle. Ça, je le sens tout de suite. Et c'est un mouvement avec la main, je suis peut-être un peu plus vite pour lui aider. Et il vient après, il dit merci, pas de quoi, nous sommes là pour faire les choses bien. Et donc là, vous le sentez toujours à l'intérieur de l'orchestre? Non, vous savez, ça c'est une chose. Aussi, avec un orchestre, ça a beaucoup de commun avec un bateau. Le mien, que c'était ce qu'on appelle des maxi-boats, qui sont 78 pieds. Il y avait un équipage de 25 personnes. Ah oui, c'était pas un petit bateau. Alors, quand vous êtes bien entraîné,
Oui. Et on faisait ça sérieusement l'après-midi, 6 heures par jour. Quand vous êtes, disons, après certaines courses que vous avez fait, il ne faut plus rien dire. Et dans la nuit, même si on ne boit pas, il sait exactement ça fait. Alors on a un sentiment de communauté qui est exactement la même chose. Oui, c'est du même type que le sentiment que vous Et avez. il devient encore mieux qu'il pensait. Ce sont les grandes jouissances de la vie. Vous savez, si on a le contact humain avec ces gens, qui naturellement font une chose, c'est pour un Français, c'est assez difficile. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, Dennis Conner qui était là avec... J'ai fait la volte 3 ans avec lui. Ouais. J'ai dit, je veux apprendre, vous êtes le champion. Et alors, il dit, et certainement, j'ai beaucoup profité. Et une fois, on parlait des équipages. Il a dit, vous savez, avec les Français, ça marche très difficilement parce qu'ils sont tellement individualistes que si vous donnez un commande, c'est pourquoi. Ouais. Vous savez, faites ça. Mais non, je pense autre chose. C'est pour ça que vous pouvez difficilement s'acheter. Mais d'autre part, on gagne beaucoup parce qu'on voit le progrès qui se fait. Et c'est ça, dans la vie, c'est une des choses vraiment importantes. Oui, de toute cette évolution. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'opéra. Je voudrais rappeler que vous avez dirigé votre premier opéra à Ulm en 1929, c'était Les Nozze di Figaro, et que vous avez mis en scène votre premier opéra, c'était en 1941, à Aix-la-Chapelle, c'était les Meistersingers, les maîtres chanteurs. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est, d'abord, avant qu'on vienne à l'opéra, je voudrais que vous me confirmiez quelque chose. On m'a dit, ou j'ai lu quelque part, que quand vous étiez très jeune, on sait que vous avez commencé votre premier concert en 1917 au piano, mais on m'a dit que vous avez été choriste, que vous aimiez beaucoup chanter. Est-ce que c'est vrai? Comme enfant, on a chanté toute la musique d'oratorio. Et vous aimiez beaucoup chanter, donc? Ah, naturellement, jusqu'à j'ai perdu ma voix. Elle n'est pas revenue. Alors, et c'est pour ça que vous avez voulu diriger de l'opéra? Oui, la carrière de Charles Yapi n'est pas réservée pour moi. Mais j'ai beaucoup, naturellement, appris. Chaque dimanche, il y avait Prima Vista. On ne répétait pas. Ouais. Comme ça, on apprend toute la littérature. C'est une chose qui n'est pas connue, parce qu'on sait que vous avez commencé avant l'orchestre par faire du piano, mais Oui, aussi, le piano. Le piano, oui. Vous avez donné votre premier concert en 1917, c'est bien vrai. J'ai commencé avec 4 ans et demi. C'était une parallèle à un garçon que j'ai trouvé, je peux vous dire, c'est fantastique. C'est un Russe qui a maintenant 21 ans. Et il a 3 maîtres à Kiev. Bounin. Ah, Stanislav Bounin, oui. Merveilleux, merveilleux. J'ai pas entendu quelqu'un jouer comme ça. Tout à fait extraordinaire, Stanislav. Et je lui ai dit, écoutez, il faut maintenant que vous concentrez sur le Brahms B2 parce que je veux faire ça. Ne me faites pas attendre trop longtemps, peut-être je ne suis plus là, mais tâchez de le faire dans un an. Vous voulez enregistrer avec lui? Je peux vous le faire où vous voulez, mais je dois faire ça. C'est incroyable. Ah oui, c'est tout à fait... Moi, je n'ai entendu qu'en disque, les 2 disques qui sont parus chez Deutsche Grammophon, mais c'est tout à fait extraordinaire, Stanislav Bounin. Alors, pourquoi est-ce que vous avez voulu passer à la mise en scène? Est-ce qu'il y avait une insatisfaction de... Oui, clairement. Vous savez, dans ces théâtres où on a commencé, c'était quand un basse, normalement c'était le basse drôle, comique, quand il ne pouvait plus chanter, il devenait un régisseur. Alors, un dilettantisme incroyable. Et ça continue. On doit le savoir. Parce que si vous, par exemple, maintenant, j'ai fait la Tosca ici, dans le festival. De Pâques, je l'ai dirigé 40 fois, des choses comme ça. Et j'ai vu des choses incroyables. Et Puccini, par exemple, il est tellement précis avec les prescriptions qu'il dit pour la scène, il faut le suivre. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. Quand on parle avec un régisseur ou metteur en scène, il dit, vous savez, je ne connais pas et je ne veux pas le connaître, je n'ai jamais entendu. Là, il dit, essayez quelque chose. Alors, ça, vraiment. C'est aussi pour ça, je pense que vous souhaitez enregistrer en compact vidéo tous vos opéras. Ça me fascine, parce que si vous savez lire une partition, c'est presque tout. Tout est écrit. Tout est écrit.
Et ça, pour ça, il faut l'avoir dirigé beaucoup de fois. Autrement, on n'arrive à rien. On a bien compris qu'on resterait des heures à vous parler. Vous avez évidemment beaucoup de choses à nous dire. Vous avez traversé une grande partie de ce siècle musical et vous l'avez façonné vous-même. Alors, je crois qu'il faudrait que nous prenions un prochain rendez-vous. Il y aura d'autres anniversaires, on recommencera. Le centième. Je voudrais savoir, une question personnelle, ça m'a toujours étonné que vous ayez enregistré les cycles des symphonies de Beethoven, de Brahms, de Schumann, de Tchaïkovski, et pas le cycle complet de Mahler. Est-ce qu'il y a une raison précise? Je crois que vous avez enregistré la 4e, la 5e, la 6e et la 9e. Oui, ça je peux vous expliquer. Vous savez, nous, quand on était très jeunes, il y avait encore la revue musicale de Vienne avec M. Bournewald, avec Furtwängler, avec tous ces gens-là. Et certainement, beaucoup d'eux ont joué les symphonies de Mahler. Oui. Seulement, après, il y avait de grands vides. Oui. Où c'était pas permis. Où on ne les jouait plus. Oui. Quand la guerre était finie, presque tous les orchestres ont eu un changement de peut-être 70%. Ou parce qu'ils étaient trop vieux, Ouais. ou une forme, vous savez, avec tous ces procès qu'on a fait. Alors donc, c'était plus ça. C'était un orchestre qui n'avait jamais joué. Qui n'avait plus le son de Mahler. Et oui. Et pour ça, j'ai dit, premièrement, je voudrais arriver à avoir, comme un peintre, la palette pleine de couleurs que je peux après utiliser. C'est comme ça que j'ai commencé. J'avais fait une règle de ne jamais faire une symphonie. Ça me prenait 2 ans. J'attendais, une fois on lisait, on le jouait, puis on commençait avec un disque. Mais ça a toujours pris 30, 40 répétitions. Parce que la musique elle-même, elle est merveilleuse, mais elle est très dangereuse. Parce que le moindre chose, et ça devient banal d'une façon, c'est pas à supporter. Et ça, je suis content que c'est... Je n'oserais plus diriger la 9e. Ça, une fois, ça a marché comme je pensais, mais c'est d'une difficulté. Une complexité de plan. Oui. 1991, c'est le bicentenaire de la mort de Mozart. Qu'est-ce que vous avez comme projet ici à Salzbourg? Il y a Ville de Mozart. Les 7 opéras les plus importants qui sont, naturellement, on l'a déjà fait quelques-uns, et il reste de mettre tout ensemble. Et vous allez faire un cycle des 7 plus grands opéras de Mozart? Oui, c'est Don Giovanni, Figaro. Vous allez tous les diriger? Non, bon Dieu. Non. Vous allez diriger lesquels? Don Giovanni? Don Giovanni et Figaro. Et Figaro. Et il y a amusant. Muti qui fait le titre. Et encore, qu'est-ce qu'il y a encore? Le Così? Le Così, oui. Ça fait aussi lui. Ouais. Enfin, on est maintenant en train de travailler, et j'ai dit, dans le ministère, on a fait une fois une visite, j'ai dit, monsieur, si vous voulez qu'on fasse ça, il faut payer. Ça coûte cher. Avec le budget qu'on a normalement, on ne pourrait jamais le faire. Et naturellement, vous savez, comme maintenant, tant d'argent, on n'a pas d'argent. Oui, on peut le faire si vous voulez, mais alors c'est vraiment une représentation de Mozart. Si vous me dites que vous n'avez pas d'argent, dites-moi et je vous dis après qu'est-ce que vous recevez, peut-être seulement 5 ou 3. Et ils seront tous filmés en CDV, en compact disc vidéo? Partiellement. Et quand est-ce qu'on pourra voir, on pourra acheter vos premiers compact disc vidéo? Parce qu'on en a parlé au début, mais quand est-ce qu'on va pouvoir les voir? Ça, c'est une chose que je sais. C'est pas nous qui attendons, qui le font. C'est le hardware. Oui. Ça veut dire des disques qui ne sont pas prêts. Oui, le support de diffusion. On parle de ça, mais ils ne sont pas encore arrivés à 1 heure. Et ça, on travaille, on est toujours en train d'avoir le contact. Et maintenant, j'ai 4, disons, intéressants qui s'intéressent de le faire. Et je leur donne la bande que j'ai fait moi-même, une merveilleuse technique du son, et ils doivent le transmettre. Et c'était pas... On a vu déjà quelque chose. Ils ne sont pas encore. Il faut avoir de patience.
Je crois que je pourrais donner de 8 à 10 en 1 an et demi. Alors, donc, nous avons de bonnes raisons de nous revoir bientôt. Très bien. Je vous remercie, maître, pour ce rendez-vous. On voit qu'il y a 1000 choses à dire avec vous, mais je note ce rendez-vous. Dans 1 an et demi, la sortie du hardware, 91... C'était extrêmement agréable, et vous êtes le contraire de tous qui tâchent de vous mettre sur le dos. Alors là, je sais aussi comment on fait ça, mais grâce à vous, c'était pas possible. Merci beaucoup. Merci, maître.